Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En première partie d'émission, nous revenons sur l'affaire des faux sièges 18e dont le procès vient tout juste de se clôturer. Nous échangeons avec Solène Clément qui est avocate experte en LCBFT et appliquée pour comprendre plus particulièrement le rôle de Tracfin dans cette histoire. En seconde partie d'émission, nous revenons sur les bons résultats de la Fondation du patrimoine qui illustrent l'engagement grandissant des Français envers cette fondation. Nous en parlons avec son directeur général Alexandre Giuliaris. Bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez tout de suite, c'est Art et Marché. Ils ont dupé le château de Versailles, la famille Guérand-Hermès ou encore la prestigieuse famille Altani. Le procès des faux sièges du XVIIIe siècle vint de s'achever. Et pour comprendre comment cette affaire a été démantelée et surtout comment prévenir de telles dérives, nous recevons Solène Clément qui est avocate experte en lutte anti-blanchiment et présidente de l'OLAB. Merci beaucoup d'être avec nous. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez revenir sur les faits et nous donner quelques éléments sur les sanctions qui ont été requises, même si les résultats tomberont le 11 juin prochain? Alors les faits, finalement, ils sont assez simples. On a affaire à des personnes de très grande qualité, de très grande compétence, qui ont proposé à la vente à plusieurs personnes, et notamment le château de Versailles, des meubles qu'ils ont présentés comme authentiques, alors qu'ils étaient en réalité d'authentiques faux. Oui. Et le fait d'avoir trompé le château de Versailles dans cette acquisition, c'est ça qui a déclenché les investigations et qui leur a valu le renvoi devant le tribunal correctionnel, qui, à ma connaissance, a conduit le procureur à requérir tant des peines de prison ferme, de prison avec sursis et des peines d'amende. Et il est précisé que certains des protagonistes de cette affaire ont d'ailleurs effectué plusieurs mois de détention provisoire, ce qui est un élément assez important de privation de liberté. Oui. Et comment est-ce que cette fraude a été détectée? Quel rôle a joué Tracfin dans cette histoire? Il semblerait effectivement que Tracfin, durant l'année 2014, a été informé, ou en tout cas a pu détecter des flux financiers incohérents, notamment sur des acquisitions immobilières d'un couple qui présentait finalement des revenus assez modestes et qui était en capacité de faire des acquisitions immobilières qui ne paraissaient pas cohérentes. Et en poussant l'investigation, les équipes ont pu du coup s'apercevoir qu'elles étaient en lien avec ces faussaires, et a priori c'est comme cela que l'histoire a commencé. Voilà, et après on a remonté toute la chaîne. Et donc ça a eu lieu entre 2008 et 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui sont nouveaux en termes de réglementation, etc. Est-ce que tout cela aurait pu être réalisé aujourd'hui ? C'est une bonne question. Finalement, la question que vous posez, elle pose la question de l'efficacité du droit pénal dans la prévention et dans sa visée préventive. C'est ça. Moi, je rappellerai quand même que ça n'est pas la nature du droit pénal, que le droit pénal est là pour punir les personnes qui brisent le pacte social. Espérer que ça soit de la prévention, bien évidemment, on assigne au droit pénal cette notion-là. Mais aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a affaire à des protagonistes qui, par jeu initialement, en tout cas, ont activement eu l'intention de tromper leurs clients. Donc, comment prévenir finalement ce désir de tromper l'autre? C'est une grande question. Aujourd'hui, il y a quand même toute cette notion sur la provenance. Et d'ailleurs, c'est un élément qui m'a paru extrêmement important en regardant les débats. C'est-à-dire qu'a priori, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a reproché à l'une des galeries et l'un des galeristes d'avoir été négligent dans l'origine avant de vendre à des marges qui sont qualifiées de faramineuses. Mais finalement, c'est ça pour moi le cœur de l'enjeu, c'est à quel moment ce qu'on va appeler la négligence peut basculer dans le champ pénal, et il faudra quand même rester extrêmement vigilant à ne pas faire de la négligence un élément à part entière et unique d'une certaine infraction, parce que ça n'est pas conforme à l'état de droit. C'est ça, parce que le terme de négligence, c'est quand même celui qu'on utilise d'autant plus depuis 2-3 ans qu'on fait de la vulgarisation sur la lutte anti-blanchiment. C'est cette négligence peut-être qui, en tout cas, certaines personnes auraient pu être en tout cas plus alertes. Absolument. Il faut en effet rappeler que le marché de l'art est soumis aux obligations de prévention de la lutte anti-blanchiment qui leur imposent de faire leur cartographie
cartographie des risques et d'identifier correctement, précisément l'origine des objets qu'ils sont amenés à vendre, qui sont leurs clients, d'où vient leur argent. Et d'ailleurs, dans ce dossier, on peut s'interroger, l'agent immobilier qui a fait les acquisitions ou le notaire ou la banque, ils auraient dû, dans leurs obligations, et c'est sûrement eux d'ailleurs qui ont dû mettre la puce à l'oreille à Tracfin, transmettre l'information sur l'incohérence. Et ces mêmes niveaux d'obligations, elles pèsent sur le marché de l'art. Et aujourd'hui, il y a donc un mouvement qui tend à faire de peut-être une absence ou une absence complète de mise en œuvre des obligations de vigilance un élément de négligence et donc d'avoir un pied dans le droit pénal. Il faut faire attention, ça reste quand même deux dispositifs bien séparés. Un, la prévention, deux, la répression. Et c'est l'intention qui fait la différence. Merci beaucoup Solène Clément. Je rappelle que vous êtes avocate experte en lutte anti-blanchiment et présidente d'OLAB. Et tout de suite, place à l'interview de la semaine. Les résultats 2024 de la Fondation du patrimoine ont été très positifs. Ils témoignent d'un engagement fort des Français auprès de la Fondation. Et pour en parler, je suis ravie de recevoir Alexandre Juliaris, qui est directeur général de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire comment a progressé ce résultat pour la Fondation depuis les dernières années ? Alors en 2024, le montant total des ressources de la Fondation du patrimoine a dépassé les 102 millions d'euros. Et si je mets de côté Notre-Dame de Paris, qui est évidemment une opération un peu exceptionnelle. Oui, donc c'est ça. 102 millions d'euros qui ont été mobilisés comment et grâce à qui ? D'abord comment ? Essentiellement par un réseau de bénévoles. C'est assez exceptionnel. Vous avez en France, partout en France, des bénévoles de la Fondation. Ils sont plus d'un millier qui au quotidien interagissent pour essayer d'identifier des projets et surtout de mobiliser des fonds pour financer ces projets de restauration. Donc ça, c'est vraiment les forces vives de la Fondation. Et puis évidemment, il y a les ressources consacrées à ce patrimoine. Vous l'avez dit, une progression significative, plus de 19% de nos ressources en 2024. Et c'est beaucoup porté notamment par le succès des collectes de dons, puisque les collectes de dons sont devenues la première ressource de la Fondation en 2024. 26,8 millions d'euros ont été mobilisés grâce à plus de 2000 collectes de dons qui sont là aussi partout en France, parce que le patrimoine, il y en a partout. Parce que collecte de dons, ça veut dire quoi ? C'est des bénévoles qui vont sur le terrain, qui frappent à la porte. Alors, ils ne frappent pas directement à la porte. En général, on les sollicite, mais ils peuvent évidemment aussi se rendre au chevet de ce patrimoine qui souffre un peu partout en France et qui a besoin d'aide. Concrètement, ce que nous faisons avec ces collectes de dons, c'est que nous mobilisons les Français, les citoyens, pour qu'ils fassent un don défiscalisé, puisque la Fondation du patrimoine est une fondation reconnue d'utilité publique, donc on peut défiscaliser son don. Et donc, on opère avec les propriétaires privés, mais surtout publics, quand c'est des collectes de dons, pour assurer le bouclage du plan de financement. Parce que vous savez concrètement comment ça fonctionne. Bien souvent, vous avez un élu, si on prend un exemple assez récurrent, un élu qui veut restaurer le lavoir, le pigeonnier, l'église, enfin tous ces éléments de patrimoine qu'on a un peu partout en France. Il va d'abord essayer d'aller taper aux portes du département, de la région, vous savez, des systèmes de cofinancement. Et puis la Fondation du patrimoine, elle intervient soit au tout début, soit pendant le parcours de cet élu pour l'aider d'abord à boucler son plan de financement, à déposer éventuellement des dossiers de candidature parce que c'est parfois un peu compliqué, surtout quand on est un maire d'une petite commune rurale. Et puis ensuite, il va lui proposer d'ouvrir une collecte de dons, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent privé, du don, du mécénat d'entreprise aussi, ce qu'on essaye de mobiliser pour le patrimoine. Et ce don, il est ciblé, c'est-à-dire que les gens à chaque fois savent pour quel projet ils soutiennent. Absolument. En fait, si vous vous rendez sur le site internet de la Fondation du patrimoine, vous pouvez choisir, il y a un projet tous les 4 km, donc c'est pas compliqué, vous pouvez choisir soit votre département d'origine, de vacances, que sais-je, vous aurez un projet à proximité parce que nous essayons d'accompagner, je vous l'ai dit, entre 2000 et 2500 projets de collecte par an. Donc on peut faire un don très directement, très simplement, en choisissant d'affecter son don à un projet précis. C'est un peu ça la spécificité de la Fondation du patrimoine, c'est de permettre à chacun de choisir le projet pour lequel il donne. Et puis évidemment, charge à nous ensuite, côté Fondation du patrimoine, de s'assurer que cet argent est correctement utilisé. Il est reversé évidemment en fonction de l'avancée des travaux, sur présentation de factures. C'est des garanties qu'on apporte évidemment aux donateurs. Et à votre avis, vous avez parlé de 19% de progression. Qu'est-ce qui fait que cette année, il y a une sensibilisation particulière ? Qu'est-ce qui permet cette sensibilisation au fur et à mesure des années ? Alors, je dirais qu'il y a un mouvement croissant, structurel. En tout cas, à côté Fondation du patrimoine, on le mesure notamment à l'aune de nos ressources. On a vu une progression, nous, des ressources de la Fondation multipliées par 3 en 7 ou 8 ans. Oui, c'est énorme. Depuis que Guillaume Poitrinal est devenu président, il y a eu vraiment une accélération très forte parce qu'on a mis en place des outils, on a simplifié, on le disait avec ce site internet,
la possibilité de donner. Et puis il y a un intérêt croissant des Français pour leur patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent un peu responsables de ce patrimoine qu'on a reçu en héritage et qu'on doit donner aux générations futures. Mais vous avez peut-être eu 2 éléments, je dirais, dans les dernières années qui ont servi pour l'un d'électrochoc, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En réalité, les Français se sont dit un peu ébahis, un peu stupéfaits. En fait, ça peut disparaître. Et si on ne fait pas, si on n'intervient pas, si on n'agit pas, ce patrimoine, y compris le plus important, peut disparaître. Et puis vous avez aussi ces dernières années la mobilisation, l'intervention de Stéphane Bern, qui est un ambassadeur formidable du patrimoine. À la Fondation, nous opérons à ses côtés le loto du patrimoine, qui est aussi une source de revenus pour la Fondation et pour le patrimoine en général. Et je pense que voilà, il y a une émulation forte. On le voit avec ces chiffres, ces ressources en progression. On le voit avec l'importance du bénévolat qui progresse aussi à la Fondation et qu'on veut continuer d'accroître parce que, encore une fois, malheureusement, les besoins sont bien plus importants. Vous comptiez le loto du patrimoine parmi les ressources sollicitées auprès de privés ? Alors non, ça c'est pas une ressource sollicitée auprès du privé, mais ça participe du montant des un peu plus de 102 millions d'euros de ressources de la Fondation en 2024. Il y a évidemment le loto du patrimoine, qui est une part significative, près d'un quart des ressources, et qui joue un rôle d'accélérateur et puis aussi de visibilité. On parlait de progression de la cause. Si les gens s'intéressent davantage au patrimoine, sont plus sensibles au patrimoine, c'est aussi grâce à cette opération, c'est aussi grâce à Stéphane Bern qui met en avant ces projets tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des projets ou alors différents types de projets ou est-ce que vous analysez une différence, une progression dans les projets soutenus ? Peut-être qu'il y a 10 ans, on soutenait différents projets que maintenant Alors, à la Fondation du patrimoine, on a la chance d'accompagner tous les types de patrimoine. Du bâti, du naturel, je disais, du petit pigeonnier, de la gare de triage de la SNCF. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses très, très différentes. Ce qu'on constate, en réalité, c'est que le facteur le plus important pour le don, notamment, c'est le facteur de proximité géographique, l'attachement personnel, sentimental à un édifice. Ensuite, si on se place du côté des entreprises, et notamment de leur politique de mécénat, ce qu'on a pu observer et ce que nous essayons d'encourager, c'est que le patrimoine, c'est aussi un levier d'insertion ou de réinsertion professionnelle. On a, encore une fois, à l'occasion du chantier de Notre-Dame, pu voir un certain nombre de métiers mis en avant, d'artisans, enfin de formidables choses qui sont faites au quotidien. Le patrimoine, c'est aussi cela. Et ce que nous essayons de faire, c'est de convaincre toujours plus d'entreprises, de toute taille d'ailleurs, de soutenir des chantiers de patrimoine parce que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour l'insertion sociale. Ça, le mécénat d'entreprise se sent très concerné par cet investissement sur un territoire et créer quelque chose de circulaire, un écosystème. C'est de la dynamique territoriale, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous soutenez des projets de la Fondation du patrimoine, ou quand vous soutenez des projets de patrimoine en général, vous soutenez évidemment l'artisan qui va intervenir, ou le professionnel qui va intervenir sur le chantier, mais vous créez aussi les conditions d'un développement économique local. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, c'est en réalité le premier vecteur, le premier levier du développement touristique. Si on a la chance d'accueillir des millions de visiteurs partout en France et tout au long de l'année, c'est aussi grâce au patrimoine. C'est donc un investissement qui est rentable pour ce pays, d'investir dans le patrimoine, de soutenir ce patrimoine. Et puis, comme vous avez un peu des modifications de comportement, c'est-à-dire qu'on essaie aujourd'hui d'avoir des expériences touristiques de plus en plus privilégiées, avec un peu moins de monde. La chance que nous avons dans ce pays, c'est que du patrimoine, il y en a partout. Et donc, on peut développer des offres touristiques liées au patrimoine partout sur le territoire. Merci beaucoup Alexandre Juliaris. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation du patrimoine et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.